On se lance aujourd'hui dans une histoire qui a tout d'un thriller politique. C'est la plus grosse enquête anticorruption en Belgique depuis des décennies. Au centre de tout ça, un ministre, un espion et une pile d'argent. C'est le chiffre clé. 1 million d'euros. C'est à peu près le montant des flux financiers jugés suspects qui sont liés à un des politiciens les plus influents d'Europe. On parle ici d'argent liquide, de transactions bizarres, de gains de loterie, bref, de quoi allumer pas mal de lumière rouge. Et ça, c'est la question. C'est vraiment le cœur de toute l'enquête et ça va être le fil conducteur de notre analyse. Une question qui paraît simple, mais dont la réponse pourrait faire trembler pas mal de monde. Bon, pour s'y retrouver, voici le plan de match. On va commencer par les personnages principaux. Ensuite, on suit la piste de l'argent. On va décortiquer les méthodes de blanchiment, explorer les autres scandales qui gravitent autour, puis analyser les failles du système. Et pour finir, on verra comment tout ça s'est conclu. Allez, c'est parti. Au cœur de cette affaire, on a vraiment la collision entre deux univers. D'un côté, un des politiciens les plus puissants du pays, de l'autre, un ex-agent secret de la noblesse. Et c'est là que l'histoire devient complètement folle. D'en bord, on a Didier Reynders, le grand responsable de la justice en Europe, qui se retrouve accusé. Et de l'autre bord, son accusateur, Nicolas Hulens, un ancien espion qui a lui-même, et c'est un peu fou, ruiné sa propre crédibilité. Parce qu'après avoir porté plainte, la vie d'Hulens a basculé. Dans une chicane de famille pour un héritage, il a carrément assassiné sa belle-mère. Et évidemment, après ça, c'était facile de dire que ces accusations ne valaient rien. Mais la justice, elle, a continué de travailler en coulisses. OK, revenons à l'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre dans cette enquête. Cet argent, sorti de nulle part, qui est apparu sur les comptes de Didier Reynders et de sa femme. Donc ce million-là, il se divise en deux grosses catégories qui ont vraiment sauté aux yeux des enquêteurs. On a environ 700 000 euros qui ont été déposés en argent comptant sur une dizaine d'années et un autre 200 000 euros qui a servi à acheter des billets de loto. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent venait de sources illégales. Et pour le nettoyer, deux méthodes, à la fois sophistiquées et assez simples, auraient été utilisées. La première technique, c'est un grand classique du blanchiment d'argent. On achète des tonnes de billets de loterie. On sait qu'on va perdre une partie de l'argent, c'est normal. Mais les gains qui restent, eux, sont versés directement dans un compte de banque. Et voilà, l'argent est maintenant propre, son origine a été effacée. Ce qui est incroyable, c'est à quel point c'était unique. La Loterie nationale elle-même a dit que sur 2 millions de comptes, seulement ceux des Reynders jouaient de cette façon, de manière aussi systématique. C'était une anomalie statistique tellement évidente qu'ils ont fini par avertir la justice en 2022. L'autre méthode était encore plus simple, des dépôts massifs d'argent comptant. Le plus fou, c'est que la banque a attendu 5 ans avant de signaler quoi que ce soit. D'ailleurs, ce retard a déclenché une autre enquête, cette fois-ci pour trafic d'influence qui vise directement la banque. Bon, si l'argent a été blanchi, ça ne répond toujours pas à la question de base. D'où est-ce qu'il venait? Pour ça, les enquêteurs se sont penchés sur toute une série de scandales politiques qui ont jalonné la carrière de Didier Reynders. Et la liste des pistes est longue et assez complexe. On parle du Kazakh Gate, une affaire de gros sous et de politique internationale, des fonds libyens qui se sont comme évaporés, des ventes de bâtiments publics qui auraient pu générer des pots de vin, et même des liens avec des oligarques russes via le marché de l'art. Pour donner une petite idée de l'échelle, regardons juste la gare de Mons. C'est un projet qui a été supervisé par le réseau de Reynders. Le budget départ, c'était 37 millions d'euros. Le coût final, 480 millions. Plus de 10 fois plus cher. Ça donne à réfléchir. Et puis, il y a ce petit détail, qui semble tout droit sorti d'un film. Pendant les perquisitions chez Reynders, la police a trouvé un téléphone prépayé secret. C'est le genre de téléphone qu'on utilise quand on ne veut vraiment pas être tracé. Au-delà du cas d'un seul homme, ce que cette affaire semble montrer, c'est une faille beaucoup plus profonde dans le système politique belge, une faille qui permettrait à ce genre de scandale d'exister. Pour comprendre ça, il faut connaître un mot, la particratie. En gros, c'est quand les partis politiques au pouvoir se divisent tous les postes importants de l'État, que ce soit dans les entreprises publiques, les organismes de contrôle et même la justice. Le résultat, c'est que les mécanismes qui sont censés surveiller le pouvoir sont affaiblis. Et ça a des conséquences bien réelles. Selon l'organisme Transparency International, la perception de la corruption en Belgique a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. C'est un signe clair que la confiance des gens s'effrite. Alors, comment est-ce que l'étau s'est finalement resserré? Après des années où rien ne semblait bouger, le dossier a été réactivé d'un coup et ça a mené à l'inculpation des principaux acteurs. La chronologie parlait d'elle-même. La plainte de départ est classée presque tout de suite en 2019, mais c'est le signalement de la Loterie nationale qui a tout relancé.
Une fois que l'immunité de Reinders a pris fin en 2024, tout s'est accéléré. Perquisitions, puis les inculpations en 2025 et 2026. Et c'est peut-être ça, le revirement le plus spectaculaire. Vous vous souvenez de l'espion, Nicolas Hulens, celui qui était complètement discrédité? Eh bien, il s'avère que toutes ces allégations de 2019, une par une, ont été confirmées des années plus tard par la justice. Ce qui nous amène à l'ironie suprême de cette histoire. Pendant 5 ans, l'homme qui était responsable de la politique anticorruption en Europe, celui qui devait protéger les lanceurs d'alerte, était lui-même au cœur d'une enquête pour avoir peut-être violé exactement ces mêmes principes. L'inculpation des suspects principaux, ce n'est peut-être pas la fin du livre. La vraie question qui reste, c'est est-ce que la justice a démantelé un réseau ou est-ce qu'elle ne fait que gratter la surface d'un système beaucoup plus vaste?